18 h quoi. Voilà. 18 h fin de timing. Ok, bah écoute, moi je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite si vous le souhaitez. D'une part, on va se présenter finalement, et je vais commencer par ma collègue de gauche. Ça marche. Oui, donc bonjour, moi je suis Isabelle Parmentier. Je suis diététicienne, présidente de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Et je travaille au CHRU de Lille en tant que cadre supérieur diététicien et en charge du projet restauration des patients de l'établissement. Moi je suis Eric Le Pêcheur, je suis président de la restauration collective et en particulier du réseau Restoco qui rassemble l'ensemble des acteurs de la restauration collective à travers évidemment la santé mais aussi l'enseignement, les maisons de retraite, les armées, les CROUS. Voilà, donc on représente finalement quand même 60% du secteur de la restauration collective, donc c'est quand même un pendant assez important et en plus on est la gestion collective en gestion directe. Ça veut dire qu'on a un rôle social, environnemental, économique important puisque nous ne sommes pas des sociétés concédées. Donc nous, le repas et le gain financier que l'on peut en retirer va dans l'assiette du client. Vous voyez, la démarche, elle est quand même très logique et très consensuelle et très sociale. Et donc, pour nous, l'enjeu d'aujourd'hui est considérable puisque dans les années 2020, en Europe, 40% de la population aura plus de 60 ans. Et donc à partir de là, il est temps de se poser quelques questions de base que d'ailleurs va nous éclaircir notre diététicienne. C'est qu'effectivement aujourd'hui, au-delà des maisons de retraite, il y a aussi l'hôpital. Et on sait d'ailleurs, ou vous ne le savez peut-être pas, mais on est actuellement au Conseil national de l'alimentation en train d'étudier l'amélioration possible de nos assiettes dans les hôpitaux. Et donc c'est une vraie discussion de base parce qu'on sait qu'effectivement, et je pense que tu vas pouvoir en dire quelques mots, il y a de la dénutrition dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu peux en dire, Isabelle, là-dessus, sur la dénutrition? Déjà vous dire que lors de l'entrée en EHPAD, on a quand même un tiers, voire 50% des personnes âgées qui sont soit à risque très élevé de dénutrition, voire dénutries. En sachant que les entrées maintenant en EHPAD, c'est plutôt vers l'âge moyen d'entrée, je crois il est de 85 ans. Donc quand on parle personnes âgées, on s'adresse aussi à une grande frange de la population, parce qu'en France, on entre dans la catégorie des seniors à 60 ans. Par contre, on ne se nourrit pas de la même façon à 60 ans ou à 85 ans. Donc les spécificités de l'alimentation de la personne âgée, c'est que il y a des modifications physiologiques qui obligent souvent à travailler un petit peu autrement la cuisine, mais aussi on a souvent affaire à des personnes qui portent plusieurs pathologies qui vont obliger d'adapter l'alimentation. S'il y a deux grandes idées à retenir pour l'alimentation des personnes âgées, alors on va parler des personnes âgées qu'on accueille dans nos structures. Celles qui sont autonomes en ville, on peut en dire deux mots, mais parce que le circuit, enfin, la démarche en fait quand on vieillit par rapport à son alimentation, c'est souvent on commence à moins bien manger parce qu'on ne sait plus faire ses courses. La première chose, c'est qu'il faut être aidé pour faire les courses parce que souvent le déplacement devient compliqué. Ensuite, on est aidé pour faire ses repas. L'étape d'après, c'est le portage à domicile. Et le portage à domicile, c'est aussi souvent c'est les sociétés de restauration, soit la restauration scolaire, soit la restauration hospitalière, ou parfois des associations qui prennent en charge toute la partie portage à domicile. Là aussi, les enjeux sont forts sur les repas en portage à domicile. Et ensuite, quand on arrive à l'hôpital, c'est comme Eric qui vient de le dire, c'est là on devient complètement dépendant d'une restauration. Puisqu'on prend la totalité de ces repas contraints, on devient client captif d'une restauration. Et bon, là, je vais en reparler après, mais c'est un peu plus compliqué. Sur les modifications physiologiques qui obligent à travailler autrement les repas, c'est surtout la perte du goût. La perte du goût, donc la perte on va dire les 5 sens qui diminuent. Souvent, on voit moins clair. Ça, quand même, d'abord, avant de manger un aliment, on le regarde. Donc, ça peut paraître anodin, mais certaines assiettes de couleurs, par exemple, certaines couleurs ne poussent pas la personne âgée à manger parce qu'elle ne reconnaît plus les aliments. Quelqu'un qui est déficient visuel, ça a un impact direct sur sa consommation des repas. Après, le goût.
il y a une perte du goût, donc il va falloir épicer, saler plus que pour un sujet adulte, hein, l'alimentation pour donner de l'appétence, hein, parce qu'une alimentation qui est perçue sans saveur, on mange moins, hein, c'est comme si on doit manger pas très salé, quelquefois on a moins d'appétence, hein, il faut exhauster le goût, mais ça les cuisiniers, Eric pourra en reparler, savent faire. Et après, toutes les difficultés qu'on a par rapport à l'alimentation, hein, c'est en premier, pour beaucoup de personnes âgées, des problèmes dentaires, hein, qui obligent à travailler des textures molles. Hein, dans un EHPAD, il y a peu de monde qui peut manger en texture normale, il faut vite passer. Alors quelquefois c'est du normal, mais on évite de mettre des choses trop dures, hein, parce que donc plutôt par exemple des viandes en sauce que une entrecôte grillée, hein, qui est parfois difficile, même si ça correspond à une population. Et donc donc le vrai travail, c'est le travail de la présentation et des textures, hein, de l'aliment. Il faut savoir présenter ces aliments dans différentes textures, tout en les gardant appétants. Donc ça, c'est important de pouvoir disposer dans les EHPAD. Et une toute petite EHPAD a besoin aussi de ce travail sur les textures, hein. Trop souvent, c'est la texture normale et puis après le repas, l'infâme mixé, où on mélange tout. Hein, viande, féculents, légumes, où tout est mélangé. Il n'y a plus tout à la même couleur, hein, ça prend une couleur marron un petit peu infâme. Donc ça, c'est la problématique. Et le deuxième message à faire passer, hein, vraiment ça de façon large, c'est on supprime les régimes. Donc je suis diététicienne, hein, mais on supprime les régimes pour les personnes âgées. Hein, il faut leur laisser manger tout ce qu'ils veulent. Il y a quelques personnes âgées qui ont besoin d'un régime alimentaire, mais c'est très très peu. Le régime sans sel, souvent, il est inapproprié. Il n'y a pas besoin de le mettre. Le régime diabétique, pareil. Les régimes amaigrissants, n'en parlons pas. Hein, il faut pas mettre une personne âgée au régime amaigrissant, sauf des cas vraiment particuliers sur lesquels il faut mesurer. L'essentiel en maison de retraite, c'est que la personne âgée mange. Il faut vraiment qu'elle mange. Alors avec une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est plutôt des gens qui ont entre 90 et 100 ans, hein, enfin on n'est pas peut-être un petit peu plus jeune, c'est que cette cuisine doit être adaptée à leurs habitudes alimentaires, hein, qui ne sont pas forcément les habitudes alimentaires des générations actuelles. Et donc quand c'est la ville qui se retrouve à faire l'alimentation pour ces EHPAD, c'est un peu compliqué, ça Eric pourra le dire, hein, parce que ça demande de faire des lignes de production de menus qui vont plaire aux gamins et en même temps des menus qui vont plaire aux aînés, et ce n'est pas forcément les mêmes. Hein, donc toute la difficulté, tous les enjeux de cette restauration. Donc je vous prie, j'ai oublié de le dire, d'excuser Daniel Collin, ma collègue, qui devait venir pour vous parler du groupe sur le GEM-RCN. Donc les recommandations nutritionnelles du GEM-RCN, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une réglementation qui est passée sur les fréquences alimentaires pour essayer d'alimenter de façon les plus équilibrées les personnes âgées. Il y a une première version qui est sortie, je ne sais plus si c'est 2013, je pense, GEM-RCN, de 2013. Et il y a une révision avec quelques évolutions, donc elle n'est pas présente, mais elle va faire un petit résumé parce qu'elle participe au groupe national qui va sortir ses recommandations. J'en parlerai juste après. Je vais rendre la parole à Eric, qui peut peut-être compléter un peu mes propos par rapport à la vision plus cuisine de cette alimentation. Oui, tu as parlé de texture modifiée. Là encore, on est toujours sur une approche assez pragmatique, c'est-à-dire que faire que de la texture modifiée n'a pas d'enjeu intéressant en soi, hein, parce qu'il faut aussi rappeler que si on veut conserver le masticage, l'utilisation des dents qui restent entre parenthèses, mais aussi des repères de produits qu'on a eu plus jeunes, il est nécessaire de temps en temps de sucer un os. En gros, hein, je veux dire qu'il faut pas, il faut redonner aussi au-delà du produit, du goût et de la saveur, il faut repenser que quand on appréhende un produit dans son assiette, on l'appréhende dans sa complexité, dans sa totalité. Et c'est vrai que de manger une viande sans os ou d'imaginer des poissons sans arête, on peut aussi imaginer que les repères pour les personnes âgées, en l'occurrence, sont perdus. Et du coup, l'approche du produit est plutôt négative. Voilà, c'est des petites marques comme ça qu'il convient aussi de ne pas oublier. Vous avez parlé, tu as parlé de guide. Il y a un guide qui est sorti de portage à domicile. Ça aussi, on sait que ça va coûter cher de toute façon de vivre tous dans
dans un lieu commun pour les personnes âgées, dans des EHPAD en l'occurrence, ça coûte cher. Donc effectivement, il ne faut pas oublier non plus que la grande majorité de nos personnes âgées vivent encore chez elles. On oublie un peu tout cela, mais ça existe encore beaucoup quand même, hein. Et donc je crois que si on veut conserver cette qualité de vie chez soi, quel que soit l'âge, il convient d'apporter de plus en plus d'attention aux livraisons à domicile. On a bien vu quelques affaires qui nous font penser que, et ça c'est souvent d'ailleurs le rôle un peu de l'hôpital mais aussi des mairies, de faire attention quand on fait les livraisons du portage à domicile. Est-ce que la personne qui est livrée à domicile a mangé son repas d'hier et d'avant-hier? Parce que bien souvent, dans les livraisons, pour peu qu'on n'y fasse pas attention, quand on ouvre le frigo de la personne âgée, il y a le repas de 15 jours, donc elle n'a pas mangé. Ou alors les produits qui sont là conservés au cas où elle a besoin, mais la DLC est périmée, hein, parce que généralement les produits qu'on livre sont souvent d'une DLC de 3 jours. Donc ça veut dire que, et vous savez, nos personnes âgées ont connu un certain nombre de déviances dues à la guerre et à des restrictions, et donc ils ne jettent pas, hein, ils gardent, hein, gardons au cas où. Sauf qu'on arrive dans des frigos, des fois c'est monstrueux, quoi, hein. Et du coup il y a une vraie gestion du frigo qui est à faire, peut-être en l'occurrence soit par un rôle social lors de la livraison. Et ça, il faudra qu'on y retravaille. On l'a précisé dans le guide qu'on a élaboré, mais au-delà de sortir d'un guide, après, il faut le mettre en œuvre, ce guide. Et on sait que dans les livraisons et dans le temps qu'on a à faire pour les livraisons, c'est quand même assez réduit. Donc du coup, on a toujours tendance à préserver le temps et pas à préserver la qualité du lien social qui doit être nécessaire dans la livraison d'un repas. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que ça a un coût. Et après, est-ce qu'on est en capacité et en volonté de réaliser et de prendre en compte ce coût? Moi j'espère que oui, mais en tout cas ce sera à nous tous autour de la table et vous-même présents de défendre ces idées-là dans vos mairies et dans vos lieux de livraison. Un élément évidemment très important pour nous, pour un cuisinier, c'est la formation. Il n'existe pas aujourd'hui en France de formation pour les restaurants de collectivité. Alors on forme des Bocuse, hein, ou des Trois Gros. J'ai rien contre eux d'ailleurs, hein, moi je les estime parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que nous on a des techniques et des pratiques culinaires avec des réglementations qui nous sont imposées, qui ne sont pas connues de nos grands chefs. D'ailleurs nos grands chefs aujourd'hui, vous avez peut-être vu quelques jours à la télé, nos grands chefs font actuellement des stages en méthode HACCP, hygiène sécurité. Des chefs étoilés, hein. Nous on les fait déjà tout petits, hein. C'est-à-dire que c'est déjà notre prérequis pour rentrer dans la restauration collective. Vous voyez, donc c'est vraiment un métier très technique et donc avec des approches de cuisson basse température, de sous-vide, voilà, vraiment des choses assez importantes avec des nombres importants à servir, hein. On a une cuisine centrale, le Ciresco qui est pas très loin, c'est 20 000 repas par jour. Alors c'est vrai que dès lors qu'on a un certain nombre de productions différentes à faire quand on fait les personnes âgées, alors on va commencer par la crèche, hein, parce que les mairies font les crèches. Donc on a la crèche, les maisons de retraite, les EHPAD. On a des centres de loisirs. On a les maternelles. Allez, on rajoute les primaires aussi, hein, qui sont là, mais qui sont des grammages encore différents. Là-dessus, vous avez rajouté le foyer où il y a des personnes mixtes, qui sont plus pas encore à la retraite, mais bientôt ou sur le point. Enfin, voilà. Plus le personnel au quotidien. Plus des fois, on a les pompiers à servir en même temps, qui eux ont besoin d'une alimentation plus riche. Vous voyez, ça devient très complexe à gérer. Alors on parlait hier au Conseil national de l'alimentation sur l'hôpital. On avait 28 cas différents à servir, même pour les personnes adultes dans l'hôpital. 28 menus différents, plus 11 schémas différents. À l'arrivée, on est sur 50 modes de production différentes sur le même produit. Alors il y a un moment, on ne sait plus quoi faire. Et donc tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, ne serait-ce que rien que pour l'hôpital. La dénutrition à l'hôpital, il faut le savoir, hein, sur les personnes âgées par exemple, et sur la totalité des malades, c'est plus de 1 million par an de charges, plus le gaspillage, plus tout le reste. Donc ça veut dire qu'en gros, la dénutrition ou l'obésité d'ailleurs, hein, l'obésité, je ne sais pas si vous avez eu quelques chiffres, mais l'obésité en France, ça coûte entre 5 et 15 milliards à la France actuellement pour soigner l'obésité. Et donc à un moment donné, on se dit, plutôt que de dépenser 15 milliards, peut-être qu'il faudrait mieux le remettre dans l'assiette ou l'organisation de la prestation pour qu'à l'arrivée, les gens mangent. Voilà. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne mangent pas en France, donc ce serait dommage, hein. Voilà. Donc il y a des vraies réflexions à mener de base pour nos personnes âgées, parce que c'est déjà une population délicate, difficile, non pas difficile dans le choix, mais difficile dans l'approche du produit, parce qu'ils ont peut-être d'autres problèmes à régler aussi. Et souvent, la solitude fait qu'ils sont un peu laissés à l'abandon. Donc il y a vraiment ce rôle social
lors du repas qui est considérable et important. Alors juste pour compléter, là j'ai un petit peu parlé des déclinaisons, enfin des régimes et des textures, hein, donc de déclinaisons. Vous dire aussi que les besoins nutritionnels de la personne âgée, c'est autant qu'une personne adulte. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit manger moins. Hein. Souvent c'est quand même, oh bah, il est vieux, c'est pas grave s'il mange un peu moins. Il faut amener autant de calories à une personne âgée qu'une personne adulte. Il y a même des besoins, les besoins en calcium hein, sont renforcés à cause de l'ostéoporose. Donc ne pas s'imaginer qu'on est tranquille s'il mange la moitié de son assiette. Non, s'il mange la moitié de son assiette, il ne couvre pas ses apports caloriques et il va maigrir. Aussi, dès qu'une personne âgée maigrit, ce n'est pas sa masse grasse qu'elle perd, hein, c'est-à-dire ce n'est pas ses réserves de graisse, mais c'est très vite la masse protéique qui est perdue. S'ils perdent du muscle, avant de perdre de la graisse, on va entrer dans une spirale de la dénutrition avec une perte de l'autonomie, hein, parce que cette perte de muscle va les rendre plus faibles, va rendre plus difficiles tous les mouvements et va leur faire perdre en autonomie. S'ils perdent en autonomie, ils vont se dénutrir. Donc c'est un petit peu, s'ils se dénutrissent, ils sont à risque infectieux plus important. Et c'est un peu, on parle de la spirale de la dénutrition, hein, et on entraîne les gens vers des situations plus délétères pour eux. Donc il faut être vigilant, et il faut être vigilant dès le départ. Souvent, une personne âgée qui est dénutrie, il est trop tard. Donc l'important, c'est de lutter contre le risque, enfin c'est le risque de dénutrition qu'il faut gérer. On arrive souvent bien trop tard, hein, quand une personne âgée a perdu 10 kilos, elle les reprendra, c'est vraiment difficile à ce qu'elle les reprenne, en sachant que pour refaire de la masse musculaire, il faut bouger. Pour recréer du muscle, il faut bouger, et que là, ça devient, voilà, c'est extrêmement compliqué d'aboutir. Donc les conseils qu'on peut donner, c'est déjà en institution, en maison de retraite, hein, il faut fractionner l'alimentation, hein, c'est-à-dire qu'il faut passer à 4 repas par jour, essayer d'étaler les horaires de prise de repas, hein, parce que si les personnes âgées mangent moins, on met souvent 4 repas, mais on commence à 9h le matin et on finit à 18h le soir, et bien même vous et moi, si on faisait enfiler 4 repas sur 12 heures de temps, on n'y arriverait pas. Elles ont à peine fini leur déjeuner, qu'on leur sert leur goûter, le goûter à peine avalé, il faut passer au dîner. Voilà, enfin, on mettrait tout le monde dans les situations qu'on met nos aînés, avec des repas à la file, et ben il y a beaucoup de monde qui finirait par se dénutrir. Enfin, c'est à la limite du gavage, quoi. Faut arrêter. Hein. Donc il faut vraiment organiser les établissements pour pouvoir étaler ce temps de repas. C'est pas simple, hein, parce que moi on a fait le travail sur l'île, hein, mais quand on a vraiment interrogé les résidents, soit en long séjour ou en EHPAD, hein, d'ailleurs, parce qu'on a les deux, et ben certains désiraient leur petit déjeuner ou leur café à 5h30 le matin, hein, parce que quand on est vieux, on se réveille tôt. Et quand on était à la maison, qu'on se réveillait, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait son premier petit café. Sauf qu'à l'hôpital, ben, le malheureux, ou la malheureuse d'ailleurs, elle va rester pendant 2h30, 3h dans sa chambre, et pas moyen d'avoir une goutte de café. Donc déjà, et là, on ne parle pas de repas, je parle d'un café qui serait fait dans le service. Je pense que si vous avez travaillé en hôpital, vous imaginez bien ces situations. Hein, c'est pas... Après, à 10h, on peut à la limite donner un petit jus de fruits, ça se passe à peu près bien. Le midi, bah, tout se passe bien parce qu'il y a du monde. Souvent, il y a du personnel le midi pour organiser le déjeuner du résident, on arrive à peu près. À 4h, bon, ça se passe encore à peu près bien parce que là, c'est peut-être le repas un peu plus plaisir où on va offrir une sucrerie. Et ils vont manger par gourmandise. Ouh là là, ça devient vraiment très compliqué, c'est pour le repas du soir. Hein, parce que souvent, tout le monde est parti chez soi déjà. Et les horaires ne permettent pas. Et puis, la personne âgée est un peu plus fatiguée le soir. Et puis, l'équipe soignante, ou l'équipe en charge pour un EHPAD, elle doit aussi coucher les résidents qui ne sont pas autonomes. Donc, on assiste dans des situations, dans des EHPAD où tout le monde est déjà au lit. Et on amène des repas, mangez-vous allongé dans un lit, hein, c'est un peu compliqué. Après, tout le travail qu'il faut faire aussi par rapport aux textures, même si je suis d'accord avec Eric, il faut quand même garder le goût de l'aliment et savoir dire que c'est du poulet, même si on l'a transformé. C'est tout l'accompagnement au repas qui est indispensable. Il y a énormément de personnes âgées qui sont moins autonomes, qui simplement, par exemple, parce qu'elles ont un peu moins de force, ne sont pas capables de couper leur viande.
ou de fractionner leur viande. Elles peuvent manger entier, mais elles ont simplement des problèmes pour préparer leurs aliments et les couper. Et cette aide au repas est primordiale. Et parfois, quand on interroge, la personne âgée va vous dire « j'aime pas », parce qu'elle ne veut pas demander de l'aide. C'est aussi humiliant de dire à quelqu'un, enfin un monsieur qui doit dire à une jeune fille ou une jeune dame qui l'accompagne je ne sais plus couper ma viande. Ils peuvent vivre ça personnellement comme une décadence, c'est quelque chose de très difficile. Après, autour des repas, alors je parle de mon exemple personnel, hein, bien sûr que dès qu'on peut, il faut les remettre en salle à manger. Moi, je dis toujours au personnel, quand je fais des formations, des sensibilisations, vous mangez dans votre chambre chez vous. Vous auriez de l'appétit si tous les jours vous mangiez dans votre chambre? Eh bien non. Donc tant qu'on peut, on ressort les personnes âgées vers une salle à manger. Et là, dans les salles à manger, c'est tout un travail qui est à faire, mais il doit pour moi même avoir des cuisiniers. C'est le moment de la journée où on sort de sa chambre et où on est servi par des cuisiniers, pas forcément par la personne qui vient de vous laver ou qui vient de vous... Voilà, parce qu'on mélange un petit peu tous les genres, et le cuisinier peut être là dans une salle à manger, c'est son travail de servir le repas. Hein, en cuisine, il y a des gens qui sont spécialisés en production et il y a des gens qui apprennent le service. Et ce que disait Eric, c'est qu'aujourd'hui, bon, il y a un gros travail qui est fait par l'association Restauco, il y a des cuisiniers de gastronomie, mais par exemple, faire du service en EHPAD, c'est pas faire du service dans un grand restaurant, parce qu'il faut apprendre à s'adapter à la personne qui est en face de soi et à servir. Donc, la prise de repas en commun, il faut bien évidemment la pousser. Par contre, il faut faire attention aussi, parce que nous, par exemple, à Lille, on a fait du travail, on a été amené à faire plusieurs salles à manger, parce qu'il y a des résidents qui, au bout d'un certain temps, nous ont dit « mais nous, on ne peut pas manger dans les salles à manger, on ne veut pas manger dans les salles à manger parce qu'on a peur de ce qu'on va devenir ». Parce qu'au moment du repas, ils voyaient des gens qui avaient perdu leur autonomie et ça leur envoyait une image qui leur faisait affreusement peur. Donc, on a été amené dans notre structure à faire des salles à manger, même si on ne voulait pas le faire au départ, pour les gens les plus autonomes et pour les gens vraiment dépendants. Parce que, bon, c'est pas... Ils disent avec beaucoup de respect, hein, mais moi, je peux comprendre aussi, quoi. C'est déjà, on se retrouve en institution, ça veut dire qu'on a perdu son statut d'homme ou de femme, hein, globalement. C'est comme ça que c'est vécu. Et que derrière, après, si en plus, on nous montre tous les jours ce qui nous risque de nous arriver, hein, et ben c'est catastrophique. Donc, gardez la convivialité, gardez tout ce temps, laissez le temps aux gens de manger aussi. Hein. Un repas, c'est au minimum, enfin, il faut essayer de laisser le plateau ou l'assiette, hein, tout dépend comment on s'organise, 45 minutes, quoi. On voit trop souvent des repas qui se passent en 20 minutes de temps. Ils ont à peine le temps de voir leur assiette qu'on est déjà en train de leur retirer. Et on lui dit « Oh ben monsieur, vous n'avez pas mangé aujourd'hui ?» Ben non, j'ai pas mangé. Parce que je me suis même pas mis en situation de pouvoir manger. Hein. Après, d'autres choses qu'on voit aussi, qui peuvent être embêtantes, c'est que on met certains petits vieux, enfin je dis petits vieux, mais avec vraiment beaucoup de respect, on les claque à 10 heures dans la salle à manger, parce que là, c'est ce moment-là où on a le temps. Donc on les met sur des chaises, ils ne sont pas toujours très bien installés, et tout d'un coup, donc on les laisse à 2 heures, ils sont crevés au moment où arrive le repas. Manger, c'est fatigant. C'est une activité physique de manger. Et donc, quand arrive l'heure du repas, ils sont complètement crevés, ils pensent qu'à une chose, c'est retourner dormir. Donc, il y a tout ce contexte, et cette notion de service est vraiment capitale. Les cuisines, bien sûr, ont un travail, je relaisserai la parole à Eric, à faire pour rendre ces repas appétants pour les personnes âgées. Ça doit correspondre à leurs habitudes alimentaires. Il faut travailler les textures, il faut varier les repas. Hein, quand les restaurations servent parfois de l'hôpital et de la maison de retraite, quelquefois il y a des cycles de menus qui sont beaucoup trop courts et les menus sont très, très monotones. Donc ça, c'est aussi un travail qui doit être fait. Tout ça, c'est des choses importantes. Mais pour moi, le plus gros travail, c'est au niveau du service. C'est au niveau du service. Il faut vraiment travailler la proximité avec ses résidents. Autre chose qui peut être importante autour des repas, c'est toutes les activités thérapeutiques. C'était le sujet d'hier, mais je vais le redire aujourd'hui. Hein. Il faut rendre la personne âgée acteur quand c'est possible de son alimentation.
Donc les activités à thématique culinaire, va-t-on dire, sont importantes, hein, qu'elles soient pour un atelier de l'après-midi, qu'elles soient pour un atelier du déjeuner, hein, complètement. Et puis après, l'alimentation doit être rythmée par des événements. Il faut étonner, il faut que ça change. Alors, c'est d'ailleurs les moments où on peut être amené à leur présenter des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Dans le cadre de journées thématiques, où il y a une fête autour, où il y a quelque chose de festif, on peut être amené à faire découvrir plus facilement des plats qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger à des personnes âgées. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je pense capital, c'est réfléchir au service. Et moi je dis toujours aux professionnels du soin, enfin du soin de façon générale, mais mettez-vous nous d'une pipe à la place de l'autre. Imaginez-vous en situation, c'est vous la personne âgée. Et là, bien souvent, quand on prend le temps de réfléchir, si on était à la place de l'autre, eh ben, on change sa posture. Hein. On change sa posture et on essaye de faire autrement. Un autre exercice qui est assez amusant à faire avec des soignants ou même des jeunes soignants, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées en EHPAD qui sont très dépendantes et souvent, par exemple, qui n'ont plus qu'un côté pour manger, donc qui n'ont plus qu'une main pour s'alimenter. Et moi, je leur dis, préparez le repas pour une personne âgée. Ensuite, je leur bloque un bras et je leur dis, asseyez-vous, mangez. Et là, c'est souvent des grands éclats de rire, hein, ça se passe dans la bonne humeur, parce qu'on prend le yaourt et le yaourt, il commence à faire le tour de la table ou le tour du plateau ou autre. Mais bon, c'est gagné, quoi. La personne s'est rendue compte des difficultés que pouvait avoir l'autre, quoi. Donc il faut vraiment travailler sur je me mets à la place de l'autre et là je peux comprendre les difficultés et adapter mon comportement professionnel, hein. Donc voilà, donc on travaille autour du repas, mais on travaille toutes les dimensions du repas, le plat produit et le service associé à ce repas. C'est vraiment capital. Je dirais peut-être un mot après sur la gestion de la dénutrition, mais je vais laisser Eric s'il y a des... On laissera un petit moment aussi d'échange avec la salle, me semble-t-il, c'est nécessaire. Juste pour rappeler, tout à l'heure je disais qu'il n'y a pas de formation, donc nous avons mis au niveau de tous les acteurs de la restauration, hein, qui sont dans la gestion directe, on a créé au sein des CFA, au ministère de l'Agriculture, des formations pour les CAP et les bacs professionnels pour qu'en une année supplémentaire, ils puissent acquérir toutes ces thématiques particulières à la gestion collective. Et donc pendant une année, on les forme à toutes ces techniques et en tout cas, on essaye de les sensibiliser à cette approche parce que ça fait partie de leur futur devenir de professionnels. Et donc pendant une année, on les forme à toutes ces techniques pour qu'à l'issue, ce soit des cuisiniers en restauration collective. Donc si vous avez des cuisiniers qui veulent nous rejoindre, sachez que c'est un vrai beau métier avec des vrais beaux objectifs et qu'on est dans le social, dans le qualitatif et même dans les circuits courts et de proximité et le bio. Au-delà de ça, juste avant de redonner la parole, je voulais juste rappeler quelques points. On a parlé de bouger et de manger. On parle souvent de nutrition, mais jamais de mouvement. Je pense que là aussi, il faut arrêter de considérer que le seul fait d'avoir une diététicienne suffit pour avoir un repas équilibré, en tout cas être équilibré dans son repas et dans sa vie personnelle. Il faut nécessairement bouger. Et c'est vrai que de passer du temps devant la télé, en particulier dans les EHPAD d'ailleurs, c'est pas de nature à faire évoluer la dénutrition ou l'obésité en France, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La convivialité, tu l'as rappelé, c'est un élément déterminant, évidemment. Tu as parlé du choix, on a eu les mêmes réflexions hier pour l'hôpital. C'est-à-dire que ne faire en sorte que, par exemple, sur un repas, pour un malade ou pour une personne âgée, on puisse lui dire, est-ce que vous voulez plus de sel ou du poivre, et qu'il puisse avoir le choix de le faire. Vous voyez, c'est assez bénin ou assez modeste comme choix, mais déjà c'est du choix. Et quand on a la possibilité, ne serait-ce que par exemple sur un dessert ou sur un fromage, dire au moins sur ce produit-là, vous avez le choix, mais du coup il en ressort finalement pour la personne qui a mangé, de dire ça c'était bon, puis là du coup j'ai eu du choix. Alors que le choix forcément il n'était pas forcément énorme, mais cet aspect de choix est assez intéressant parce que du coup il se rend maître, et tu l'as bien dit, il se rend maître de son repas un petit peu plus. Vous
modestement certes, mais un peu plus. Et on le voit bien d'ailleurs dans d'autres secteurs où on fait un self-service dirigé, parce que par exemple dans les lycées et dans les collèges, on a aussi cette obligation de fréquence de plat. Et donc si aujourd'hui je donne que des haricots verts, je peux les présenter différemment et laisser libre choix au client de choisir son plat. Et du coup, même si on n'aime pas les haricots verts, quand il va avoir fait l'acte de choix, il va se sentir obligé de le manger déjà. Plus facilement que s'il ne le fait pas. Et donc, c'est toujours très intéressant de laisser cette liberté de choix, même si c'est une liberté dirigée. Et puis, on l'avait souligné, mais on l'a vécu ailleurs. Il faut rappeler aussi que, quel que soit l'établissement, c'est un projet d'établissement. On a parlé des cuisiniers, on a parlé des diététiciennes, mais si le chef d'établissement, si l'aide-soignante, si le client, mais aussi l'accompagnant, n'est pas présent et ne joue pas son rôle collectivement partagé, marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Le cuisinier peut faire de la bonne cuisine. Si l'aide-soignante ne le valorise pas dans son repas ou dans son moment du repas, ça ne marche pas. Donc tout ça, on l'a bien, tout le monde le sait maintenant. Ce qu'il faut, c'est à trouver des rouages et on est en train de mettre des formations en place dans les hôpitaux pour que l'aide-soignante, en lien avec l'ensemble des acteurs de l'établissement, puisse converger vers une prise en compte de ce repas. J'aurais presque tendance à dire aussi qu'il faut le faire aussi avec les aides-soignantes qui soignent et qui n'ont pas forcément le temps de manger non plus, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier ceux-là, comme d'ailleurs le responsable administratif qui parfois n'ont pas aussi des grandes difficultés à manger dans les hôpitaux. Hein. Voilà quelques petits points comme ça que je voulais revenir. Je crois que tu voulais revenir sur un point, puis on va peut-être vous laisser la parole pour des questions-réponses. Oui, moi je voulais aussi vous repréciser un petit peu, on vous a dit qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient à risque de dénutrition ou dénutris par rapport à leur situation médicale et autres. La lutte contre la dénutrition, c'est en premier accompagner, surveiller, être vigilant à ce que la personne âgée mange, s'alerter dès qu'il y a 2 jours où on commence à moins manger. C'est pas quand elle est installée, je le redis, qu'il faut mettre en place. Le premier travail, c'est adapter la fréquence des repas. Hein. Quand on mange moins, il faut augmenter la fréquence des repas, donner à manger plus souvent sur 24 heures. Après, c'est adapter les textures. Ensuite, c'est commencer à enrichir l'alimentation, mais pas d'enrichir n'importe comment. Et moi, par exemple, à Lille, la purée est systématiquement enrichie. Hein. Ça ne fait pas de mal de donner un petit peu de purée un peu plus riche. Alors quand je parle... C'est meilleur avec de la crème fraîche. Hein. Quand je parle d'enrichir, ça veut dire qu'il faut, il faut donner ce qu'on dit des aliments ou des plats à haute densité nutritionnelle. Hein. Il ne faut pas nourrir de salade verte qui n'apporte rien. Hein. Il faut choisir des aliments qui sont plus concentrés en calories, en apport calorique. Donc ça, c'est le 3e travail. Les cuisiniers savent faire ça très bien. Hein. Mettre du gruyère dans des purées, servir des plats en gratin. Donc, ce n'est pas forcément des protéines pas artificielles, mais créées parce que les poudres industrielles, voilà, c'est ça. Ces poudres ont quand même très souvent un goût et altèrent la qualité de l'aliment. C'est bien meilleur de mettre un jaune d'œuf dans une purée que d'aller y claquer une cuillère à café de protéines. Donc, travaillons d'abord avec les aliments de base et demandons, les cuisines savent faire, il n'y a aucun souci. Après, l'étape d'après, c'est il faut passer au complément nutritionnel. Attention, hein, là aussi, hein, ces bouteilles, c'est des charges en protéines. Souvent, on est tranquille parce qu'on a donné 2 compléments, 2 petites bouteilles ou 2 petites crèmes au patient. On surveille, on va lui donner ça en milieu de matinée, et encore mieux si c'est pas quelquefois. Donc, ces produits ne doivent jamais être servis au moment d'un repas. Hein, parce qu'en plus, souvent, les personnes âgées, on le voit encore trop souvent, hein, on sert le complément, et donc ça existe sous forme de crème. On met ça sur le plateau. Comme les personnes âgées sont attirées par le sucré, ils vont prendre leur dessert en premier si on ne surveille pas. Ils prennent ces crèmes et ils ne mangent plus rien. Donc c'est tout gagné. On a encore baissé l'apport calorique alors qu'on a voulu enrichir l'alimentation. Donc ces produits doivent être donnés, mais ils sont d'abord des prescriptions médicales et c'est sous surveillance. Ça ne marche pas très longtemps. Hein, ces produits-là, les gens s'en lassent. Bon, et après, c'est le médecin qui prendra le relais par une alimentation artificielle, entérale ou parentérale. Mais le premier niveau, c'est on soigne l'alimentation traditionnelle. Hein, donc ça aussi, je voulais insister parce qu'on voit vraiment trop souvent, moi j'ai vu des services, j'ai quand même passé, mais des services entiers où quasi tous les résidents avaient des compléments nutritionnels. Hein. Et au moment du repas, on servait les repas, puis après tout le monde disparaissait. Ben, si on n'accompagne pas les personnes âgées, si on ne sollicite pas la prise de l'aliment,
J'ai eu une expérience même personnelle. Hein, ma grand-mère était hospitalisée en long séjour. Je passais tous les soirs, puisque c'était au CHR où je travaillais, et elle avait une petite dame à côté d'elle. On lui servait un plateau mixé, et cette dame, 3 soirs, elle mangeait rien. Parce que l'aide-soignante lui amenait son plateau. Elle mangeait pas. Leur plateau repartait. Et un 4e soir, je me suis dit, mais quand même, elle mange rien. Ça faisait 4 jours que je l'observais, donc sensibilisée quand même. J'ai pris la cuillère et j'ai donné la première cuillère à cette dame. Elle m'a arraché la cuillère des mains et elle a mangé tout son plateau. Donc, quand les soignantes est venue débarrasser, elle la regarde, elle fait « Oh, bah vous avez mangé ce soir !» Et elle est repartie. Et après, je l'ai chopée dans le couloir en lui disant « Elle a mangé parce que je lui ai donné la première cuillère. » Et elle s'est fâchée, les soignantes, elle m'a dit « De quoi vous vous mêlez ?» Je lui ai dit je mêle de faire que cette personne âgée puisse consommer. Et le lendemain soir, c'était la même. Et elle a donné la première cuillère. Et la dame a continué à manger. Donc simplement, c'est un exemple, mais ça prenait 30 secondes, quoi. Il fallait juste initier le réflexe chez cette dame de « je mange ». Sinon, elle restait devant son plateau et elle prenait rien. Donc c'est des petits exemples comme ça, mais il faut avoir un peu d'attention vers ces personnes âgées. Et pas conclure pour eux, quoi. Des questions? Des échanges? Alors, je ne sais pas, il y a un micro là-bas. Oui, je voulais te micro. Cet après-midi, là, on a eu la présentation d'un médecin qui nous expliquait que les personnes dénutries, quand elles étaient alitées, il y avait une perte très rapide de la masse musculaire, ouais, mais dans les heures qui suivent presque l'alitement. Et que finalement l'apport protéiné était insuffisant, il fallait vraiment le coupler avec une mobilisation. Voilà. C'est ce qu'Éric disait. Hein, Regardez-le, il y en a peut-être l'activité physique pour les personnes, enfin l'activité physique adaptée. La mobilisation, comme vous le dites, c'est capital, quoi, parce que pour anaboliser les protéines, il faut de l'activité. Il faut de l'activité, sinon elle ne revient pas à la protéine. Il y a peut-être un élément aussi complémentaire qu'il faut aborder, c'est comment je fais pour juger de la dénutrition ou de l'obésité. Donc hier, on en parlait, il y a bien sûr l'IMC, hein, mais ce n'est pas suffisant. Donc l'autre élément qui est contributif à la prise en compte de la dénutrition, c'est la perte de poids. Voilà, c'est la surveillance de la perte de poids. Et une perte de poids chez une personne âgée, elle n'est pas normale. Donc ça c'est des éléments qu'on connaissait il y a 30 ans. Chacun se pesait. On prend la pharmacie, on avait des balances dans les pharmacies. Le taux d'albumine, il réagit tard. Aujourd'hui, on ne pèse plus. C'est aussi elle bouge plus tard, bien sûr, quand l'albumine. Mais quand l'albumine est basse, elle est dénutrie. Hein, il est trop tard. Hein. Il est souvent trop tard. Hein. Autant un adulte qui va se dénutrir au cours d'un épisode aigu où ça va repartir. Hein. Mais une personne âgée, quand elle a une albumine effondrée, c'est dur à remonter. Parce que comme on vient de dire, il faut en plus de l'activité physique et c'est difficile. Hein. On glisse après. Hein. Donc moi, c'est avant. Enfin, après, on ne peut pas tout pallier. Hein. Oui. La surveillance du poids est capitale, mais on ne peut pas pallier à tout. Hein. Il y a malheureusement des maladies qui entraînent des états nutritionnels difficiles. Mais vigilance, quoi. C'est plus facile de réagir quand il y a une perte de 1 ou 2 kilos. Une perte de 2 kilos, c'est une personne âgée, elle n'est pas normale. C'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, il faut suivre. Et puis l'albumine, on n'en fait pas tout le temps non plus. Hein. Le plus simple, c'est la perte de poids quand même. Hein. Le plus simple, c'est la perte de poids. Il faut déjà que les personnes âgées soient pesées. Hein. Il y a des endroits où elles ne sont pas pesées. Hein. Elles ne sont pas pesées et on répond « Oh ben moi je vois bien, s'il rentre dans ses habits, c'est bon comme d'habitude. » Enfin, moi je les ai déjà eu ces réponses-là. Hein. Donc, Une autre question. Moi j'avais une question. Oui. Vous avez dit que la personne âgée doit manger tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en mangeant tout ce que la personne âgée veut, est-ce qu'on tient compte de son état de santé? Oui, bien sûr. Il y a peu, sauf, vous parlez des régimes, qu'il fallait plus les mettre au régime. Oui, bien sûr. Contrairement à ce qu'on pense, il y a peu, quand on est les personnes âgées, par exemple le diabète, je vais répéter, le risque de ne pas suivre, d'être en hyperglycémie. Alors le plus gros risque pour une personne âgée, c'est l'hypoglycémie, c'est le malaise hypoglycémique. Et ça, c'est s'il ne mange pas. L'hyperglycémie, une personne âgée se balade avec une glycémie à 2 grammes, c'est pas dramatique, puisque le risque, en fait, c'est les complications à moyen terme ou à long terme. Quand vous avez une hyperglycémie à 85 ans, vous ne ferez jamais de complications, à moins de vivre 120 ans ou 130 ans.
C'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc il y a beaucoup de régimes qui sont prescrits aux personnes âgées, mais de façon complètement abusive, hein, abusive, par habitude. On ne traite pas une personne âgée comme on traite un sujet plus jeune. Si vous n'êtes pas obèse à 90 ans, je suis Ouais, c'est pas grave. Vous pouvez manger 2 éclairs au chocolat, il n'y aura pas de souci. Hein. Régime amaigrissant, régime amaigrissant. Enfin, il y a des régimes. Oui, il y en a certains. Allez-y, oui, oui. Oui, excusez-moi. Il y a quand même toujours un Des référentiel, enfin des recommandations Oui, oui. en quantité de grammes de protéines, quantité de grammes de glucides, de rapport. Je suppose que c'est quand même toujours d'actualité, ça. Bien sûr. Il y a des guides. Il y a des guides sur l'apport, sur les apports nutritionnels recommandés. Mais ça reste des guides. Mais ça reste C'est-à-dire des guides. que- Après, ça reste des guides. Après, il y a certains diabétiques, par exemple, déséquilibrés. Il faut faire attention. Mais le plus gros risque, c'est qu'ils ne mangent pas, qu'ils fassent une hypoglycémie quand même. Hein. Parce que après, je dis pas qu'ils. Je parle de conseils généraux là pour la population personnes âgées. Après, bien sûr qu'il faut adapter de façon. Mais combien de personnes âgées suivent des régimes sans sel alors qu'elles en ont plus besoin? Parce qu'un régime sans sel, c'est quoi? C'est l'apport en sel sur 24 heures. C'est pas le fait de ne plus manger un morceau de fromage parce que le fromage c'est salé. C'est l'apport global de la journée. Donc si déjà on mange peu, et je vois pas pourquoi, enfin on peut très souvent laisser, enfin manger sans sel, il n'y a rien de pire. Manger sans sel, une personne âgée, allez 9 cas sur 10, elle se dénutrit. C'est infâme le repas sans sel. C'est pas bon de manger sans sel. La meilleure nutrition, c'est de manger tout le temps quand même. Hein. Oui, Mais oui. toujours avec pragmatisme, équilibre, voilà. Il faut être pragmatique, tout à fait. Ouais. Après, il faut aussi être vigilant à l'apport en fibres, hein, souvent parce qu'un des problèmes des personnes âgées, c'est la constipation quand même, hein, parce que là aussi, il n'y a plus de mobilité, donc les personnes âgées ont tendance à être constipées, donc il faut essayer de continuer à ce qu'ils mangent un peu de fibres et aussi bouger, parce que quand on bouge plus, voilà. Je crois qu'il y a des pilules pour ça. Ouais, enfin, c'est meilleur des fruits et des légumes. Tenez, madame. Alors, attendez, je vais vous les donner. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais reprendre ce que ma collègue m'a transmis. Je voudrais être fidèle à ce qu'elle m'a dit. Reposer la question pour que tout le monde entende. En quelques mots, quelles sont les principales nouveautés du GMRCN pour personnes âgées qui s'annoncent Le temps qu'elle recherche, cours. juste Ouais. une information. Concernant le GMRCN, on a fait des propositions de grammage. Personnes âgées, enfants, etc. Ce n'est que des recommandations. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'on s'opposerait, si tant est quelqu'un nous imposerait, on refuserait de le faire. Parce que nous, par exemple, dans les jeunes qu'on a, on a des enfants de 12 ans qui pèsent 100 kilos et on a d'autres qui pèsent 45. Mettre un grammage par rapport à un âge, sincèrement, on est à côté de la plaque, quoi. Alors donc, je le redis, ce sont des recommandations qui nous permettent effectivement de les suivre quand même, hein. On ne fait pas n'importe quoi, on essaie d'être dans ce cadre-là. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est les fréquences, hein. Je ne peux pas mettre dans mes restaurants pour les enfants plus de 4 fois de frites dans le mois, par exemple. Vous voyez, c'est ce schéma-là qui est obligatoire. Alors, donc je vais lire ce qu'elle m'a transmis. Donc en fait, il y a différents groupes de travail qui ont été mis en place pour faciliter l'application de la recommandation nutrition, hein, qui est donc valable pour les crèches, les personnes âgées, la restauration scolaire aujourd'hui et les détenus. Hein, c'est les projets. Donc les principales recommandations du groupe personnes âgées, bon, c'est un peu ce que je vous avais dit. Point essentiel, donc la prévention de la dénutrition est une priorité. C'est pas sorti, mais les grandes lignes vont être celles-là. Le plaisir de manger est primordial. Le soutien humain à la prise d'aliments est nécessaire. Un budget suffisant est à y consacrer, hein, parce que ça aussi, c'est toujours une activité logistique et on tire toujours sur les activités logistiques. La formation des équipes, de la totalité des équipes, est indispensable et les compétences d'un diététicien sont recommandées. Alors, ce qui pourrait changer, ce que propose le groupe, que les recommandations pour personnes âgées s'appliquent en institution, en structure de soins, ça veut dire que les personnes âgées à l'hôpital, ce sera pareil, et pour le portage à domicile. Voilà, donc la grille de fréquence, elle va passer sur la base de 4 semaines. Il y aura quelques évolutions proposées pour les fréquences. Donc au niveau des fruits, enfin au niveau des desserts, me met-elle. Une suppression de la limitation en lipides pour les laitages
Et les grammages, quelques ajustements. Voilà ce qu'elle m'a mis. Mais bon, après, elle va sortir normalement courant juin. Là, donc, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est pas possible. C'est pas forcément 5 fruits et légumes par jour. Bah, à l'hôpital non plus. Hein. Enfin, dans les structures, c'est un peu compliqué. Attention, c'est 4 portions de 80... les fruits et légumes, c'est 5 portions de 80 grammes. Hein. C'est toujours mal compris. C'est pas 5 pommes. Parce qu'une pomme, ça pèse un bon 150 grammes. Donc, c'est 5 portions de 80 grammes. 80 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. C'est une petite ration. Hein. Il y a les jus de fruits aussi dedans. Hein. Non, enfin... Ça, c'est pour arranger les bidons, les gamelles. Des cuisiniers. D'autres questions? Vous parliez de prévention de la dénutrition. Il ne faut pas oublier également la gestion du dentaire de nos résidents. Tout à fait. Ça fait partie de la prévention, vous avez raison. Globalement, c'est quand même pas dit, aussi mais c'est hyper important. Des éléments qui est le plus difficile à gérer en EHPAD. Enfin, nous, au niveau alimentation, on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement des résidents qui ont le plus besoin. On a des petits pains hyper protéinés pour le petit déjeuner, du régilet pour enrichir, voilà. Mais l'hygiène bucco-dentaire, non seulement on n'a pas de budget pour gérer l'entretien, les familles nous suivent pas parce que ça coûte cher de faire un appareil qui risque d'être perdu parce que la personne est démente et puis le met à la poubelle. C'est une vraie problématique aussi, ça. Et c'est quand même le premier élément du fait que les résidents mangent moins. Quoi. Non, mais vous avez raison aussi, c'est un axe important. Un axe important de la... Et nos autorités, pour le coup... ça bouge pas beaucoup, ça bouge pas, quoi. Non. On paye des tonnes pour des patients qui se dénutrissent, mais on paye pas de quoi leur permettre de manger. Donc, je suis d'accord. Il y a des prestataires, là. Du coup, il y a un stand de quelqu'un, un prestataire qui propose de l'entretien, mais qui a un coût pour l'établissement. Ouais, mais après, c'est vrai que l'établissement peut pas tout porter, quoi, mais... l'escar a un coût aussi, hein, quand on arrive à des personnes... voilà. C'est sûr, après, c'est décaler ses moyens et être dans la prévention plutôt que dans le curatif. Bon, c'est facile à dire, hein, ce que je dis, mais il y a peut-être aussi parfois des réflexions à avoir sur... c'est pas si simple. Si c'était simple, tout le monde aurait trouvé la solution depuis longtemps. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, merci à tous d'être venus et puis on reste à votre disposition la FDN, donc les diététiciennes de France et les restaurations collectives, Restoco aussi évidemment. On a un site dédié évidemment et disponible pour échanger et puis on est à votre disposition sur ce salon. Merci. Merci. Merci.